Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Nous allons évoquer le sujet suivant. Nous recevrons Luc Verline, auteur. Nous parlerons littérature avec lui. Et je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir de recevoir Luc Verline, auteur. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Alors, Luc, tu écris des romans. Oui. Voilà. D'ailleurs, d'abord, présente-toi. Alors j'écris des romans, effectivement, depuis quelques années déjà. J'ai fait un peu tous les métiers, ça tournait autour de la création, de l'imaginaire. Et puis des problèmes de santé ont fait que je ne peux plus vraiment travailler, donc je me suis trouvé un travail que je peux faire selon mon état. J'écris. Et tu là, as toujours créé avant d'écrire. Oui. Il y a une histoire de dinosaure. Alors oui, l'un de mes métiers fut sculpteur de dinosaures à taille réelle. Sculpteur de dinosaures à taille réelle. Oui. Pour qui? Pour les particuliers, non? Pour moi. Ah ouais, d'accord. En fait, l'idée, c'était de faire des expositions. D'ailleurs, j'ai fait une exposition, la première, et sans faire trop de pub, j'ai eu 200 personnes qui sont venues voir une dizaine de dinosaures en cours de fabrication. Donc c'était plutôt un projet porteur. Mais le souci, c'est que j'ai du mal à lever les bras. Et donc, faire des sculptures de dinosaures sans lever les bras, Oui, c'est impossible. C'est quand même grand un dinosaure. Hein. Voilà, exactement. Ou alors, il faut faire la taille miniature. Mais c'est devenu comment, alors, de faire sculpture de dinosaures? C'est parce qu'à un moment, j'ai été très raisonnable. Et donc, je me suis dit, j'ai des problèmes de santé, il faut que je trouve un projet auquel je puisse travailler quand c'est possible pour moi. Pourquoi pas des dinosaures? Oui, c'était si simple. Et alors, le rapport avec la littérature? Aucun. Aucun, D'accord. pour le coup. Mais mes métiers précédents, c'est dans la création. Oui, c'est toujours dans la création. J'ai fait des études d'architecture, j'ai créé des meubles sur mesure, je les concevais, je les fabriquais. Enfin, j'ai fait pas mal, donc, oui, toujours dans le domaine créatif, on va dire. Et quoi de plus créatif que d'écrire? Parce que là, il n'y a plus de limite à l'imagination. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Mais c'est ça. Outre le fait que tu ne pouvais plus faire Ouais. des dinosaures, tu avais quand même une passion pour la littérature. Alors, pour la lecture, pour la littérature, depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Pas depuis toujours, non. Depuis après le bac. Parce que jusqu'au bac, c'était une corvée. Et après le bac, c'est devenu un plaisir de lire. Donc, j'ai découvert plein d'univers. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Longtemps, j'ai écrit pour moi des petites nouvelles, mais je ne me sentais pas capable d'écrire un livre complet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut parler de ta particularité? L'une de mes particularités. Voilà. Aujourd'hui, tu écris, mais c'était pas gagné au départ. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que je disais que jusqu'au bac, c'était difficile, la littérature, enfin le français pour moi, parce qu'on m'a toujours considéré comme nul en français. Voilà, c'était l'étiquette qu'on m'avait collée dessus, parce qu'en fait, j'étais dyslexique. Mais à l'époque, la dyslexie, c'était pas tellement reconnu ni traité. Donc, j'étais catalogué comme nul en français. Voilà. La preuve que non. Je suis nul en français aussi, mais je ne sais même pas écrire de toute façon. Déjà, je sais à peine lire. Non, à part lire des trucs sur Internet, j'ai beaucoup de mal à me plonger dans un livre. Alors, quel type de littérature, puisque je vois quand même que les couvertures des livres sont assez fantastiques, donc je suppose que c'est un petit peu fantastique comme type d'écriture. Alors, j'ai 2 cordes à mon arc pour l'instant, mais plein d'autres à venir. Donc pour l'instant, j'écris du fantastique, c'est-à-dire Pantin de vie. C'est même un thriller fantastique, lui, pour le coup. Et Vertes sont les larmes du monde, qui est du fantastique pur. Et puis Aurora, alors là, c'est plus de la dark fantasy. Toujours est-il qu'on reste autour de l'imaginaire. Dark fantasy, voilà. Ouais, faut expliquer, ouais. parce que madame ne sait pas ce que c'est la dark fantasy. Bien sûr que je sais ce que c'est. Que d'autres ne savent Non, pas, justement, c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Je vous fais très rapidement la différence entre fantastique et fantasy, déjà. Donc fantastique, on est dans un monde normal, entre guillemets, et d'un coup survient quelque chose de tout à fait fantastique, qui bouleverse un peu le cours des choses. Tandis que la fantasy, le merveilleux, la magie, tout ça, est courante.
c'est reconnu par tout le monde, ça fait partie du monde. Voilà. Voilà. Le film le plus célèbre de Dark Fantasy, c'est Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger. Voilà, comme quoi, ça c'est ma culture cinéma. Je suis plus culture cinéma que culture. Il y en a d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres, mais non, j'ai trouvé que c'était le plus marrant, puisque en même temps, c'est un film qui est facile à réaliser, puisque Arnold Schwarzenegger ne dit pas un mot pendant tout le film. C'est vrai. Donc c'est bien. Mais il était apprenti acteur à l'école. Oui, aussi. À l'époque, c'est pour ça. Donc l'univers du fantastique et de la dark fantastique, c'est venu comment, ça? C'est l'imagination, l'imaginaire, voilà. Et puis, je peux vous citer quelques auteurs qui m'ont inspiré, comme Mathias Malzieu, par exemple. C'est un poète de la prose. Il est incroyable et il invente des choses que j'aimerais inventer. Et il invente même des façons d'écrire que j'aimerais inventer. J'en suis pas encore à ce niveau-là, mais bon, j'essaye. Tu as écrit combien de livres ? Alors pour l'instant 4, puisque... Je crois qu'il y a des tomes. Oui, celui-ci, j'ai prévu 7 tomes. Donc j'ai déjà toute la structure, je n'ai plus qu'à le rédiger, donc ça ira relativement vite. D'ici 2 ans, j'aurai les 7. Donc là pour l'instant j'en ai 2, je suis en train d'écrire le 3e. Pour celui-ci, il y a 2 tomes, donc je viens de finir l'écriture du 2e hier. J'ai mis le mot fin, ça y est. Et donc il part en correction, réécriture, etc. Normalement, fin juin, ça devrait être sorti. Et de quoi parlent ces livres ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, alors, je vais commencer par mon petit dernier. Donner envie de les lire. Allez, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est l'histoire de Lucas. Lucas, 17 ans, se cherche. Il ne sait pas trop quoi faire dans sa vie. Il est un peu même souffre-douleur au lycée à 16 heures. Mais son père a la très bonne idée de l'emmener découvrir le festival de la marionnette de Charleville-Mézières. Énorme festival, le plus grand d'Europe. Et là, il découvre enfin la passion à travers laquelle il va pouvoir s'exprimer. Il se consacre totalement à cet art, il en fait son métier. Il acquiert une certaine renommée rapidement, mais tout bascule à partir du moment où on ne sait plus qui manipule qui. Est-ce que c'est Lucas qui manipule ses marionnettes ou ses pantins se sont-ils emparés des fils de sa vie ? Oui. Moi j'adore ces univers fantastiques. Et en plus, derrière, il y a un thriller derrière, donc c'est très bien. Après, ça fait penser un petit peu, je ne sais pas, d'un seul coup, ça m'est venu à Pinocchio. Parce qu'en fin de compte, Pinocchio, Geppetto le construit, la marionnette, et puis Geppetto devient l'acteur de Pinocchio. Alors c'est pas le Pinocchio de Walt Disney où tu étais beau et tout est gentil. C'est beaucoup plus gentil, voilà, parce que c'est plus édulcoré. Voilà, le sous-titre, c'est quand même les ficelles de l'enfer. Oui. Donc ça donne un petit aperçu de ce qui arrive au pauvre Lucas. Et donc on parle de Charleville-Mézières où il y a ce festival qui est un très très beau festival. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques années. C'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Après, tous les autres romans parlent aussi un petit peu de la région ou c'est pourquoi la région? C'est parce que tu es nordiste, donc tu as envie de faire... Là, c'était vraiment ça. Et puis même, à un moment donné, Lucas nous fait un petit road trip sur la côte. Il descend en fait jusqu'en Bretagne, mais il passe par la mer du Nord. Enfin, et ouais, c'était un petit peu... oui, parce que je revendique ma nordicité. Et donc là, il y a que ce tome-là, celui-là, ça s'arrête. J'ai un souci avec ce livre, c'est que je n'ai pas prévu de tome 2. Mais j'ai au moins une dizaine de lecteurs et de lectrices qui m'ont dit « Mais quoi ? Il n'y a pas de tome 2 pour celui-là ?» Parce qu'il n'y a pas de fin, alors. Alors, la fin, j'ai fait exprès de la laisser entrouverte pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Puis finalement, les lecteurs me réclament une suite. Je me laisserais bien tenter parce que cet univers-là m'a vraiment plu, quoi. Ouais, mais ça, ils savent le faire aussi à la télévision, de laisser planer le doute et puis on ne sait pas si ou quoi. Et alors pour les autres, puisque tu nous parles que tu es capable d'écrire 7 tomes en 2 ans. Oui. Comment on fait pour écrire 7 tomes en 2 ans ? Moi, je serais totalement incapable. Hein. Alors pour entrer dans les choses techniques, pour concevoir l'histoire, la trame, le plan, parce que je ne commence
commence jamais à écrire sans avoir le commencement, la fin, donc savoir d'où je pars, où je vais et par où je passe. C'est une technique en fait. Oui, complètement. Enfin, c'est où ma technique. Où chacun après. sa technique en fait. Voilà, exactement. Donc je fais ça pour chaque livre, pour la saga entière et pour chaque chapitre. Une fois que j'ai ce plan détaillé, je pars dans l'écriture. Et là, en fait, si pour celui-là, par exemple, il m'a fallu 3 mois en écrivant tous les jours environ 3000 mots. Je crois que j'avais entendu une fois parler de Tolkien quand il a fait Le Seigneur des Anneaux, il avait d'abord fait le premier tome, oui. Mais c'était un livre. Il savait pas où il allait. Il savait pas où il allait, non, alors que c'est hyper fouillé, puisque oui. c'est ça que j'ai du mal à comprendre comment on arrive à. Alors là, vous parlez d'un maître, ça va être difficile. Non, oui, c'est vrai que Tolkien c'est autre chose, mais il faut avoir dans sa pensée, il faut connaître le début et la fin, ouais. Et puis il faut faire tout le remplissage, et donc on arrive à définir le nombre de tomes que l'on va pouvoir mettre quand même. Complètement, oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. D'autres fonctionnent autrement. Hein. C'est ce qu'on appelle, je suis un auteur architecte. D'autres sont des auteurs paysagistes, c'est-à-dire qu'ils butinent, ils partent un petit peu comme ça vient, quoi. Et puis parfois, ils sortent des chefs-d'œuvre aussi. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il n'y a pas de règle en fait. Hein. Non, c'est chacun sa technique. Moi, je me suis attelé à cette technique parce que ça me permet de ne pas m'égarer en chemin. Je veux vraiment rester cohérent. Et puis, en fait, ça me libère l'imagination quelque part. C'est un peu bizarre, hein, mais le fait d'être très structuré, très dans un carcan. Quand tu sais que tu vas faire 7 tomes, je ne sais pas combien il y a de pages, il y a 300 pages. 300. Il faut avoir donc une idée peut-être pas une idée par page, mais une idée par chapitre. Un peu plus que ça. Oui, mais ça représente combien de chapitres, 7 tomes ? Là, il y a une trentaine de chapitres. Donc il faut au moins avoir 300 idées. Ouais, voilà. Il faut avoir de l'imagination, Serge. Voilà. Mais ça, c'est quelque part... C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Non. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut arriver à faire ça. Je saurais pas vous l'expliquer. Moi, je fourmille d'idées et c'est mon souci. C'est pour ça que je les canalise, parce que sinon, je peux avoir des idées comme ça non-stop et ne pas savoir retenir les chevaux, quoi. Alors, revenons à nos moutons. Oui. On dit un roman, un roman ? C'est une saga, en fait. Cette saga, alors, elle parle de quoi exactement ? Alors, entre autres, d'Aurora, puisque c'est l'un des personnages principaux. Donc Aurora est fille de dragon. Qu'est-ce que je raconte ? Et fille de tyran, pardon. Le dragon, j'y viendrai à la fin. Donc elle est fille de tyran. Elle voit son père à l'œuvre et elle est écœurée de ce qu'elle voit parce qu'elle est tout à fait son opposé. Et donc, le voyant agir, elle ne veut surtout pas entendre parler du pouvoir, elle ne veut pas se retrouver sur le trône. Sauf que je suis l'auteur et je fais ce que je veux avec mes personnages. C'est l'avantage. Donc je donne à Aurora tous les pouvoirs. Que va-t-elle en faire ? Lorsqu'on est tyran, c'est très facile de faire le mal, c'est donné à tout le monde. Lorsqu'on est une belle âme et qu'on veut le bien de son peuple, c'est nettement plus difficile. Voilà l'un des fils rouges de cette saga. Il y en a plein d'autres que je vais tisser, parce qu'en 7 tomes, j'aurai de quoi tisser pas mal de fils. Sinon, qu'est-ce que je peux en dire de plus ? J'aime pas en raconter beaucoup plus parce que c'est fait de rebondissements. Oui, on laisse le suspense. Et puis il y a 7 tomes. Et il y a 7 tomes. Ce que je peux vous dire, c'est que en 2 tomes, j'ai inventé à peu près une quinzaine d'animaux fantastiques. Donc en 7, il y aura de quoi faire un bestiaire en parallèle de la saga. Dernière petite chose, je vous parle de cette dragonne là qui est sur la couverture. Elle est tellement particulière, cette dragonne, que je peux rien vous en dire. Donc à nous de découvrir. Voilà. Il faudra lire le livre. Et Vertes sont les larmes, c'est ton dernier chef-d'œuvre. Ah, c'est mon premier. Ou ton premier, pardon. Alors, non. Chef-d'œuvre, je sais pas. C'est le dernier, Pantin de vie. C'est le dernier, oui. Ouais. Donc là, c'est le premier. C'est mon tout premier, oui. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire 300 pages. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Depuis, j'espère m'être un petit peu amélioré dans le style, parce que c'est vrai que quand je le relis, j'ai qu'une envie de le réécrire. Mais enfin, bon, ça, faut pas le dire, donc je l'ai pas dit. Donc, Vertes sont les larmes du monde, c'est un livre que j'aurais préféré ne pas écrire.
Pourquoi ? Parce qu'il m'a été inspiré d'un événement triste. Mon voisin a coupé 15 arbres de 25 mètres de haut et de 50 ans d'âge. J'ai vu tomber ces géants, j'ai pas su défendre leur cause, pardon. Je me suis dit, je vais au moins leur rendre hommage à travers un livre. J'ai fait plus que ça. Parce que je me suis renseigné sur les dernières découvertes scientifiques concernant les végétaux. Comme quoi ils s'entraident, ils échangent des nutriments, ils sont même capables, pour certaines espèces, de se prévenir en cas de danger. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Je ne vais pas établir la liste, elle serait très longue. Je me suis dit, si je m'empare de toutes ces capacités naturelles, que je pousse le curseur un petit peu vers le fantastique, je ne rends plus hommage aux arbres, je rends les arbres capables de se venger de l'humanité. L'humain prend très cher, je ne vous le cache pas. Par contre, j'ai glissé un petit espoir dans tout ça. Altan a 8 ans et il entend les arbres pleurer. Ce qui ouvre vers pas mal de perspectives, lesquelles, encore une fois, il faudra lire le livre pour savoir. On revient à Tolkien avec justement la forêt dans Tolkien. Il y a toujours des inspirations. C'est vrai qu'il y a toujours des univers. L'univers du fantastique, c'est toujours quelque chose de très impressionnant aussi. Parce que c'est en fonction de l'auteur, c'est lui qui va décider comment il va... Est-ce qu'on dit manipuler le lecteur ? On peut le dire, oui. On peut le dire, ouais. Il il va manipuler le lecteur pour essayer de l'amener jusqu'au bout du roman. Et puis, tout en passant par des fausses pistes. Voilà. Ça, j'adore. Oui, bah voilà. Induire en erreur. C'est bien, ça. Puisque moi j'aime bien quand je regarde quelque chose, puisque... Encore une fois, je ne lis jamais rien, mais quand je regarde quelque chose et puis qu'un bon polar, on ne nous amène pas directement au coupable, on essaye de nous dévoyer, et c'est ce qui se passe dans le roman apparemment. Exactement. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un polar aussi. Et les romans fantastiques, ça peut être à l'infini même, puisque c'est l'imaginaire qui parle. Oui, c'est ça, il n'y a pas de limite, mais c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que vu que je suis limité maintenant physiquement, ben là, j'ai aucune limite. Je n'ai que les limites de mon imaginaire. Ça va. Le fantastique, est-ce que c'est quelque chose qui est très prisé encore en France ? Parce que par exemple, pour le cinéma, le fantastique, ça n'existe quasiment pas, ou c'est extrêmement rare. Il y en a quand même. Il n'y a pas beaucoup de films fantastiques en France. Oui, en France. Maintenant, au niveau des romans, c'est peut-être l'inverse. Il y a peut-être beaucoup de romanciers fantastiques. Oui, c'est plus qu'une niche. Hein. C'est quand même une grande part de la littérature. Oui, de plus en plus. Moi, j'ai plein Enfin, je suis auto-édité. Hein. Et donc maintenant, C'est quoi être auto-édité ? Alors, c'est-à-dire que je n'ai pas d'éditeur. Je suis libre de ma ligne d'édition. Je fais ce que je veux quand je veux. C'est un choix ou c'est difficile d'être édité ? C'est pas facile d'être édité. C'est pas facile d'être édité, mais c'est pas facile d'être édité par une grande maison. Oui. Être édité par une petite maison, moi, ça ne m'intéresse pas parce que je gagnerais moins que ce que je gagne en m'auto-éditant. Alors bien sûr, ça me fait un boulot de fou parce que je dois assurer l'écriture, les corrections. J'ai une correctrice attitrée. La réécriture, les mises au point, les couvertures, je les fais également. Tu les fais toi-même, les je les dessine couvertures ? moi-même. Ah oui, bravo, c'est de très jolies couvertures, hein, Serge. Merci. Et puis ensuite, la promotion, la vente, les salons. Tu fais les salons du livre, les cafés littéraires. Oui, il faut aussi. Le temps passe vite, il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste... tu fais partie du collectif 4 Plumes & Co, c'est ça ? Oui. On peut en parler ? Il est un petit peu en dormance, mais effectivement, on s'était, on avait formé un groupe de 4 plumes pour pouvoir un petit peu mettre nos œuvres en avant. Mais malheureusement, on n'est pas au même stade d'écriture. Moi, là, j'en suis à mon 4e, bientôt 5, et je suis en train d'écrire le 6e et le 7e. J'aime bien écrire. Il y a des lecteurs compulsifs. Je suis un écrivain compulsif. Donc tu as plusieurs livres comme ça que tu écris en même temps. Et comme ça, je passe de l'un à l'autre, ce qui me libère l'imaginaire. Et voilà. Comme quoi, tu vois, il y a même des hommes qui savent faire 2 choses en même temps. Là, je suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables d'écrire plusieurs romans en même temps. Alors, c'est pas réellement en même temps, parce que je m'arrête à un moment donné, puis j'en prends un autre, et puis je reviens au précédent. On arrête une idée, et puis on repart sur autre chose. C'est donc ça permet de s'aérer l'esprit, et puis de revenir avec plus de hargne et d'envie. Aussi, oui, c'est vrai. Donc on finit sur... Oui, en fait, je vous dis, c'est tombé un petit peu en désuétude, parce que moi je vais bientôt avoir 7 tomes, 7 livres d'écrits,
Et puis mes collègues sont à 1, voire 0. Ce qui fait que c'est un peu difficile de faire la promotion. Oui, quand tu as autant d'avance ou d'autres du retard. Donc je les attends impatiemment. Mais ce collectif est il d'actualité. Il existe toujours. D'accord, donc vous êtes à 4, 4 auteurs. Des auteurs de la région, toujours Non. Alors on a une bretonne, on a une lyonnaise et on a une drômoise. D'accord. Et donc, on peut reparler de tes projets. Tu as des salons prochainement ? Oui, j'arrête plus là. Là, j'ai des festivals médiévaux. Parce qu'en fait, le fait d'écrire ça m'ouvre les portes des festivals médiévaux. Oui. On est dans le thème. Oui, complètement. Et donc là, par exemple, je vais être à Caudry. Alors, je crois que c'est le 15 et 16, si je dis pas de bêtises. C'est un week-end, le 15 et 16, je sais. Oui, juin, oui. Donc là, je serai à Caudry. Donc c'est un festival médiéval. C'est la première édition. Et... parce que j'en avais jamais entendu parler. Non, mais là, il faut une bonne pub, une bonne promotion là, en ce moment. Oui, il y en a de plus en plus des festivals médiévaux. Je crois qu'il y en a un aussi à Tournai en début du mois de juillet, un truc dans le genre-là. Aussi. Oui, non, mais je crois que c'est devenu aussi une mode. Mais c'est toujours un petit peu fantastique aussi. Oui, complètement. Oui. Et l'ambiance, vraiment, depuis que je fais ça, parfois je laisse mon stand et je vais me balader, parce qu'il y a plein d'artisans, de forgerons, et puis de personnes complètement habitées par ces mondes et qui se déguisent. Alors moi-même, je suis déguisé à ces occasions. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'éclate parce que on est dans un autre monde, dans un monde imaginaire. Donc, Salon du Livre, festival médiéval. Tu disais que tu es allé être sur une écriture, tu as un polar. Oui. Donc, tu sors de l'univers fantastique. Oui. Ben oui. Voilà. Et ça se passera dans la région. Voilà, vous avez ce petit indice. Mais j'irai pas plus loin parce que pour l'instant. Tu reviendras pour en ça parler une prochaine fois. T'as vu comment il faut maintenant pour se faire inviter? Il nous dit pas tout et puis après. Exactement. On nous manipule. C'est notre métier. Merci Luc. Tu voulais rajouter quelque chose? Écoutez, lisez mes aventures et surtout... Oui, on peut donc... Excuse-moi, tu as un Facebook oui, Facebook, Instagram, j'ai un site. Voilà, tu as je vais bientôt ouvrir aussi une boutique en ligne. En ligne, d'accord. Bon. Et puis surtout, ce que j'allais dire, c'est très très important parce qu'un écrivain n'est rien sans lecteur et sans retour des lecteurs. Alors faites-moi des retours si vous me faites la grâce de lire mes livres. C'est toujours très important, qu'ils soient positifs, négatifs, je prends. Merci Luc. Merci Bonne Enza. continuation. On marque une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.